Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Grégoire Pouget de Reporters sans frontières. On parle donc de moyens de contourner la censure sur Internet, moyens destinés aux journalistes. Comment vous faites pour distribuer le plus largement possible les systèmes que vous avez mis en place ? Alors, il y a deux façons de faire. Déjà, on se déplace beaucoup. Chez Reporters sans frontières, on se balade pas mal dans le monde. Donc, on va sur place, on va former une dizaine, une quinzaine de journalistes et on n'arrive pas les mains vides. On arrive avec des clés USB sur lesquelles on met à la fois les logiciels qu'on voit en cours de formation et à la fois les tutoriels qui permettent de les utiliser. Et ces tutoriels sont traduits en 8-10 langues, donc arabe, chinois, farsi, espagnol, français, anglais, etc., etc. Et on donne ces clés USB aux gens qu'on forme. On n'en donne pas une par personne, évidemment, on en donne beaucoup plus et on leur demande de transmettre ces clés aux gens qui en auraient besoin. Et l'idéal pour nos formations, pour les formations qu'on fait entre 3 et 5 jours, c'est de réussir à la fois à former les gens qui assistent à ces formations et également de former des formateurs. Donc on espère ainsi autonomiser les gens et les rendre capables après de diffuser l'utilisation de ces logiciels-là. Vous destinez ces formations uniquement aux journalistes ? Non, pas du tout, parce que chez Reporters sans frontières, donc, on travaille avec les journalistes professionnels, mais également avec les journalistes non professionnels, ce qu'on appelle nous les net citoyens. Par exemple, au Vietnam, les journalistes professionnels ont une liberté de parole qui est extrêmement ténue. Et les gens qui font de la formation un peu différente de l'information officielle ne sont pas journalistes professionnels, puisqu'en fait on ne peut pas, c'est juste, c'est pas une histoire de courage ou quoi, c'est impossible. Les gens qui font de la formation un peu intéressante, indépendante, sont des gens qui ne sont pas journalistes professionnels. Donc à la fois on travaille avec des journalistes, également avec des non-professionnels de l'information. Alors on parle beaucoup du Vietnam, de l'Iran, de la Syrie, de la Chine. Est-ce que vous conseillez aussi à des journalistes dans des pays occidentaux considérés comme plus libres en matière de liberté de la presse d'utiliser ces systèmes ? Bien sûr, je pense que quel que soit le contexte, évidemment en France on pense que, et c'est un fait, le contexte est plus favorable qu'au Vietnam, mais il y a quand même aussi il y a des cas d'interception d'informations quand on fait des enquêtes sensibles et il faut avoir la possibilité de se protéger. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui, quand on est journaliste, on imagine ne pas avoir besoin de ces outils-là, mais demain, quand on va travailler sur un autre sujet qui est extrêmement sensible, on va avoir besoin de ces sujets-là. Alors juste deux exemples, des sujets très sensibles, l'industrie pharmaceutique, l'environnement, le nucléaire, ça ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'on peut avoir besoin d'utiliser ce genre d'outils. Alors évidemment, c'est très utile pour des journalistes, éventuellement pour des opposants politiques, mais ça peut aussi, ce système, tomber entre les mains de personnes un peu moins bien intentionnées, qui auraient besoin d'être anonymes sur Internet. Quelle réponse apporter à ça ? Alors la réponse qu'on apporte à ça, c'est que en fait, quand on diffuse des outils qui permettent d'être anonymes sur Internet, nous on diffuse à des journalistes, à des émetteurs d'informations, mais l'outil en lui-même, c'est juste ce qu'on en fait. Enfin, c'est comme un couteau de cuisine, ça peut permettre ou de couper des oignons ou de tuer des gens. Et ben voilà, c'est exactement la même chose. L'outil en lui-même, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'on en fait. Donc évidemment, peut-être qu'il y a des gens qui vont utiliser des outils d'anonymisation pour mener des arnaques en ligne ou que sais-je, mais il y a également beaucoup de gens, et plutôt une majorité, qui utilisent ce type d'outils parce que sinon, ils n'auraient pas la possibilité d'accéder à l'information ou de publier de l'information. Donc, je ne dis pas que ce type de technologie peut sauver des vies, parce que ce n'est pas aussi caricatural que ça, pardon. Mais ce type d'outil permet la plupart du temps d'accéder à des choses auxquelles on n'accéderait pas sans utiliser un VPN ou le réseau Tor. Est-ce que vous savez si des gouvernements, des États cherchent à maîtriser aussi les techniques que vous avez mises en place, qu'ils essaient de les contourner justement ? Bien sûr. Alors, un des outils qu'on diffuse, nous, c'est un réseau d'anonymisation qui s'appelle Tor. Et cet outil, Tor, a été attaqué par la NSA. Il y a des fuites, il y a des documents de Edward Snowden qui montrent que la NSA a essayé de cibler très précisément le réseau Tor, parce que c'est un réseau qui leur pose problème, puisque les gens qui utilisent ce réseau sont
ont une couche d'anonymat très très forte. Et donc il y a tout un document qui explique les différentes attaques, parce que Tor utilise plusieurs choses, plusieurs briques, notamment Firefox, et donc dans ce document-là, on voit que Firefox, une version obsolète de Firefox, a été utilisée pour diffuser un virus. Donc évidemment, ces outils sont attaqués. Et ça marche? Ce qui marche, c'est si on a une version pas à jour de l'outil, parce qu'en matière de sécurité informatique, rien n'est sécurisé ad vitam aeternam. Il y a toujours des failles, on découvre toujours des failles. Et donc, par exemple, le réseau Tor, l'attaque menée par la NSA sur le réseau Tor a fonctionné sur des versions qui n'étaient pas à jour de l'ensemble des outils qui permettent de se connecter au réseau Tor. Et si on avait une version à jour, eh bien l'attaque n'était pas effective. Et d'ailleurs, à la fin du document fuité par Edward Snowden, il y a une petite citation de la NSA, donc c'est un petit peu vulgaire, mais je me permets de le dire, c'est en anglais « Tor is a pain in the ass ». Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est un outil qui leur pose vraiment problème. Je vous laisse traduire. Tor est un véritable problème, voilà, pour traduire poliment, on dirait ça. Pour les services secrets américains. Voilà. Pour terminer, il y a des gouvernements qui utilisent la solution ultime qui est de couper le réseau Internet. Et là, votre système est totalement inefficace pour répondre à ça, évidemment. Comment on fait dans ces cas-là? Comment un journaliste peut continuer d'émettre des informations à partir d'un pays où il n'y a plus de réseau Internet? C'est une très bonne question parce que ça arrive beaucoup plus Ça souvent arrive qu'on le croit. Voilà, exactement. La coupure la plus médiatique, c'est celle d'Égypte en 2011. Mais des coupures, il y en a régulièrement en Syrie, il y en a régulièrement en Chine. Alors en 2011, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement Moubarak avait coupé Internet. Et quand on coupe un réseau, on ne coupe pas l'ensemble des réseaux de communication. Et donc il y a des groupes d'activistes, un groupe qui s'appelle Telecomix et une association qui s'appelle FDN, French Data Network, qui est un fournisseur d'accès, le premier fournisseur d'accès Internet en France. Eux ont réussi à mettre en place un réseau qui utilisait le réseau téléphonique. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, quand on se connectait à Internet, on passait par les lignes téléphoniques, on utilisait un modem, ça faisait un bruit énorme. Et donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est alors que le réseau Internet, ADSL, etc., était coupé, le réseau téléphonique n'était pas coupé et eux ont mis en place un numéro qui permettait aux gens qui possédaient un modem d'appeler et de récupérer un accès à Internet. Sinon, il y a beaucoup d'autres techniques. Il y a un projet qui s'appelle Commotion, qui est financé par le State Department aux États-Unis, qui est un projet qui repose sur des connexions radio. Enfin, il y a une association dans le sud-ouest de la France qui utilise ce type de technologie pour créer un réseau maillé, un réseau méché, pour donner accès à Internet dans des endroits où il n'y a pas de fibre, où il n'y a pas les infrastructures. Donc ça marche. Il y a beaucoup d'outils beaucoup d'autres technologies qui permettent de donner accès à Internet, même quand c'est coupé. Merci beaucoup Grégoire Pouget d'avoir été l'invité du JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde.